Bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo long format de la chaîne. Voilà, je suis Thibaut, le fondateur de Steadify euh, et son président. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos long format sur YouTube qui va consister à compléter le pôle conseil de l'entreprise ainsi que son pôle académie en vous fournissant en fait une grille de lecture et de compréhension un peu différente. Voilà, je vais vous emmener en fait dans l'univers de l'économie, de la finance et du patrimoine, afin que vous puissiez, de manière complètement gratuite et à votre rythme, euh, voilà, vous faire un sens financier plus aiguisé et découvrir en fait les concepts de manière plus fine et plus concrète pour ensuite que ça puisse vous aider au quotidien avec votre argent. Deux choses à préciser. Déjà, je m'excuse par avance, mon micro m'a lâché, donc si le son n'est pas super, veuillez vraiment m'en excuser, il faut que je change le micro. Deuxièmement, j'insiste très fortement là-dessus, ce n'est pas du conseil en investissement financier. C'est une activité d'éducation, une activité de vulgarisation et d'information. Si vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés en investissement financier au sens du Code monétaire et financier français, de l'AMF et de l'ORIAS, qui sont en fait les grandes institutions qui régissent cette activité en France, parce que c'est pas n'importe quoi. Vous pouvez également faire appel à Steadify, nous sommes complètement agréés pour le faire, mais ça ne sera pas sur ces vidéos. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui on attaque donc la première vidéo d'une série que j'ai appelée les actifs financiers. Euh, c'est une série de vidéos qui va être plus ou moins longue, dans laquelle je vais traiter euh, des différents actifs financiers ou des instruments financiers, comme on les appelle plus communément dans le jargon. Voilà, donc cette vidéo sera pas très longue, c'est une vidéo d'introduction, de contexte et de définition pour vraiment mettre le pied dans le concret et vous aider à mieux comprendre tous ces éléments. Il y aura trois parties dans cette vidéo, une partie de définition, une partie de logique et une partie sur le lien qu'il y a entre le rendement, la rentabilité et les revenus des instruments financiers. Alors tout d'abord, les définitions. Qu'est-ce qu'un actif? Alors, je pars vraiment de très très loin, de quelque chose de très général, parce que c'est la base. L'actif, quand on parle de patrimoine, de finances, de richesse, etc., il faut vraiment bien comprendre que c'est tout ce qui va être identifié au sein du patrimoine d'un individu comme, ou d'une entité, donc d'une entreprise, comme les éléments qui ont une valeur, si vous voulez, économique et monétaire, qui est positive et qui génère ou qui est susceptible de générer un avantage économique dans le futur. C'est-à-dire que ça peut être un portefeuille d'actions, ça peut être du cash, ça peut être un appartement que vous louez, etc. Cet actif peut être productif, comme de l'immobilier locatif, typiquement comme je l'ai écrit, ou non productif dans le sens où vous le possédez, il ne produit pas de richesse tout de suite, mais demain, si vous le revendez, eh bien, le fait de le revendre, d'en restituer la possession, vous apportera une richesse, possiblement, si le contexte est favorable. Typiquement, si vous revendez votre résidence principale. Donc retenez bien qu'un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, comme le dit Robert Kiyosaki, donc, qui est un auteur de vulgarisation financière très connu. C'est lui qui a écrit Père riche, Père pauvre notamment, vous devez sûrement connaître ce livre. Et il le résume très bien en disant que voilà, l'actif, ça met de l'argent dans votre poche, à l'inverse du passif, par exemple les dettes, etc., qui, eux, retirent de l'argent de votre poche. Chez Stellify, on a une manière, une taxonomie, si on peut dire, assez claire pour catégoriser les grands actifs qui existent dans le monde, si on veut. On a 4 grandes catégories. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la première, donc les actifs financiers, tout ce qui va toucher à la bourse, à la finance au sens large, et aux instruments financiers. Mais on peut également parler d'actifs immobiliers et fonciers, ce que je l'ai dit tout à l'heure, la maison, l'appartement, les terrains, etc. Les entreprises, quand je dis ça, c'est au sens de l'entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui possède un business, qui développe son projet et qui, du coup, se crée lui-même son actif en entreprenant euh, via ses entreprises. Et enfin, les autres actifs, ça va être tout simplement, eh bien, voilà, c'est un peu un fourre-tout.
Mais vous allez retrouver les cryptos, les matières premières, l'or, les bouteilles de vin si vous êtes un collectionneur, tous les objets de collection en fait, tous les actifs un peu atypiques qui rentrent tout de même dans cette définition et qui permettent de faire gonfler votre patrimoine. Donc nous aujourd'hui on s'intéresse vraiment aux actifs financiers. On parle également de instruments. D'ailleurs d'un point de vue purement juridique, c'est plus le mot instrument qui est utilisé dans les définitions officielles. Donc quand je dis actif financier, comprenez instrument financier, on va voir en fait que c'est une très grande famille, une grande superclasse d'actifs qui se divise en différentes catégories et dont les familles et sous-familles vous sont très très sûrement familières. Donc, deux grandes familles d'instruments financiers aujourd'hui. Les titres financiers, on va voir ce que c'est dans un instant, et les contrats financiers. Les titres financiers, c'est tout ce qui va permettre de faire fonctionner et de développer l'économie réelle. On va avoir d'un côté les choses qui sont vives, c'est-à-dire les titres vifs, c'est-à-dire les actions et les obligations. Il n'y a que deux types de titres vifs. Vifs, pourquoi? Parce que vous détenez en propre et de manière directe ces titres-là. Ce n'est pas au sein d'un fonds ou de quelque chose de collectif, qui est en fait la deuxième famille de titres financiers qu'on va appeler les placements collectifs. Et là-dedans, vous avez les OPC, les OPCVM, les FIA, les ETF, les fonds de fonds, etc., etc., etc. On en parlera plus tard. D'un autre côté, vous avez les contrats financiers. Les contrats financiers, c'est également connu sous le nom très célèbre de produits dérivés. Et à la base, à l'origine, ces contrats financiers, donc ces produits dérivés, qui sont de plusieurs natures également, on le verra, sont destinés à couvrir les risques que vous pouvez avoir quand le marché fluctue, etc. Aujourd'hui, cette fonction de couverture des risques n'est plus si vraie. On s'en sert beaucoup pour spéculer, mais à la base, les contrats financiers étaient créés et étaient mis en avant pour couvrir les risques de fluctuation des cours et des prix des instruments. Il y a ensuite d'autres éléments, d'autres entités qui existent, qui se rapprochent de l'instrument financier au sens purement de définition, mais qui n'en sont pas, ou en tout cas qui ne rentrent pas au sens des institutions légales là-dedans. Ce sont les effets de commerce, les bons de caisse et les bons de capitalisation. Je les définirai plus tard. Très rapidement sur cette page, c'est pas la plus importante, c'est juste pour vous donner encore une fois un cadre, une réflexion. On l'a vu juste avant, donc il y a les instruments financiers, les titres financiers en titres vifs et collectifs, et enfin les contrats financiers / produits dérivés. Et en fait, tous ces éléments ont des caractéristiques communes, des règles communes en fonction de ce qu'on regarde, et ça nous aide à catégoriser l'ensemble de cette grande taxonomie, de cette grande famille, via des caractéristiques et des règles. Tout simplement, comme je le mets très, très simplement ici, les caractéristiques communes entraînent des règles communes. Par exemple, les instruments financiers d'une même catégorie bénéficient des mêmes règles de dématérialisation, d'inscription en compte, et donc la tenue de compte, les droits qu'on a quand on les possède, donc quand on est titulaire de ce compte, et la négociabilité de ces éléments sont également communs en fonction de la catégorie d'instruments financiers que vous regardez. Ça, c'était pour les grandes définitions. Passons maintenant à un petit peu de logique. Quand on parle d'investissement financier, il y a un triptyque absolument fondamental que vous devez tout le temps avoir en tête et qui doit vous servir de base de réflexion avant toute décision d'investissement. Ce triptyque, il met en avant la durée, le risque et la rentabilité. Ce sont trois éléments qui sont intrinsèquement liés sur tous les éléments financiers que vous considérez dans votre vie. Ça a deux conséquences majeures, très 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 importantes. C'est peut-être la page la plus importante de cette première vidéo d'ailleurs. Un placement à long terme doit logiquement rapporter plus qu'un placement à court terme. Ça, c'est une conséquence, un théorème presque, qui est quasiment tout le temps vrai. C'est-à-dire que quand vous investissez à plus long terme, les taux dans lesquels vous vous engagez sont généralement supérieurs à ceux que vous auriez à court terme. Pourquoi? Parce que vous vous exposez plus longtemps sur des risques plus longs, et donc vous êtes censé être gagnant
de manière supérieure et être récompensé de manière plus importante. Assez logique. Et du coup, le corollaire de ça, c'est le deuxième point, c'est que un placement risqué doit logiquement vous bénéficier de manière plus grande sur la durée par rapport à quelque chose de pas risqué. C'est-à-dire que plus vous investissez à long terme, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques, parce que le fait d'investir à long terme, oui, ça va vous assurer une plus grande rentabilité, mais aussi ça vous permet de vous couvrir parce que vous pouvez anticiper et voir sur le temps long. Pardon. Deux conséquences et deux aspects de définition très importants, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, durée, risque, rentabilité, c'est vraiment trois éléments que vous devez considérer avant de prendre votre décision. Et dans le monde de la finance, quand on compare deux taux d'intérêt et donc de risques différents, on va avoir souvent un écart. Typiquement, si vous prenez une obligation privée, donc l'obligation d'une entreprise privée, je ne sais pas moi, qui est cotée sur le SBF 120 en France, versus une obligation d'État, souvent l'obligation d'État est moins risquée, et donc le taux est différent. Eh bien, ce delta, cet écart de taux, on appelle ça un spread, et la personne qui investit sur le titre le plus risqué bénéficie de ce qu'on appelle une prime de risque. C'est-à-dire que, comme elle prend un risque plus important, on a cette prime qui se manifeste par l'écart de taux, tout simplement. Voilà. Dernière partie, le rendement, la rentabilité et les revenus. Encore quelques définitions et on aura terminé. Les gens parlent beaucoup de rentabilité, beaucoup de rendement dans les médias, en économie, en finance, etc. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ces termes dans ces contextes-là. Mais il y a une différence capitale. Ce sont deux termes qui se ressemblent, qui sont liés, on va le voir, mais qui ne représentent et qui ne renvoient pas du tout à la même chose. Commençons par le rendement. Le rendement, déjà, c'est un pourcentage, tout le temps, et il correspond à ce que rapporte ou rapporterait un titre, si vous le vendiez là tout de suite. Bon. Quand on est sur du titre vif, c'est surtout là qu'on va parler de rendement, donc soit une obligation, soit une action, en fait, on fait le rapport entre, pour l'action, on parlera de dividende divisé par le cours de l'action, et pour une obligation, c'est pas un dividende, ça s'appelle un coupon, et on le divise également par le cours de l'obligation. Et quand on fait, si vous voulez, ce rapport, donc dans le cas d'une action, dividende divisé par cours, ou dans le cas d'une obligation, coupon divisé par cours, on obtient un ratio, un pourcentage, et ce pourcentage-là, c'est le rendement de l'action ou de l'obligation, du titre vif dont on parle. Typiquement, je prends un exemple, si vous avez une entreprise A dont le cours de l'action est de 100 euros et qui vous verse 10 euros de dividende, ça nous fait 10 divisé par 100, ça nous fait 1 dixième, et donc 0,1 si vous voulez. Et donc c'est ça le rendement, donc 10%, c'est ça le rendement de cette action. Idem pour les obligations. À présent, si on regarde la rentabilité, c'est deux éléments. C'est le rendement, donc ce que je viens de vous définir, plus la plus-value ou la moins-value en cas de revente ou de remboursement. C'est-à-dire que la rentabilité, c'est le ratio. Je reprends mon exemple d'action tout à l'heure. Une entreprise A possède une action à 100 euros avec un dividende de 10 euros par action. Ça fait donc 10 divisé par 100, un dixième, ou 0,1, ou 10% si vous voulez. Donc ça, c'est son rendement. Vous la revendez et vous faites une plus-value parce qu'à l'époque, vous l'aviez acheté 50 euros. Vous avez donc 50, vous la revendez 100. Vous avez donc gagné 50 euros. Ça vous fait donc la rentabilité globale de votre titre, c'est-à-dire son rendement grâce aux dividendes qu'elle vous verse, plus la plus-value que vous avez réalisée. C'est ça la rentabilité. C'est un concept qui prend en compte deux éléments, alors que le rendement, ce n'est que le ratio, qu'un pourcentage sur ce que rapporte le titre intrinsèquement, si vous voulez. Très important de faire la nuance. Donc, de manière un peu empirique et un peu brute, parce que ça serait pas vraiment, mathématiquement, ça serait pas joliment dit, mais la rentabilité, ce n'est que le rendement plus la plus ou moins value en cas de vente ou de remboursement de votre titre. Voilà.
Dernière chose, on a vu la rentabilité et le rendement ainsi que leur lien. Il y a également les revenus des instruments financiers. Donc c'est en cas par exemple de versement de dividendes ou de revente avec une plus-value ou une moins-value. Ces revenus-là, vous allez les verser, vous allez les recevoir. On va vous les verser sur votre compte bancaire via vos enveloppes, donc le PEA, le compte titre, l'assurance vie, etc. Et ça va donc vous faire gagner de l'argent. Cet argent, ce n'est pas un revenu comme un salaire qu'on dit du travail, mais bien un revenu du capital qui est soumis à une certaine forme d'impôts et de prélèvements sociaux en fonction de l'enveloppe. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Et ces revenus donc que vous obtenez via les instruments financiers sont de deux natures différentes. On a d'un côté des revenus qui peuvent être fixes, c'est-à-dire vous connaissez le revenu à l'avance, vous savez combien vous allez toucher, c'est le cas typiquement d'une obligation que vous achetez. Quand vous achetez une obligation par exemple d'État français ou allemand, je dis n'importe quoi, vous connaissez en fait tous les éléments de l'obligation et sauf cas particulier où vous la revendez avant, vous saurez, si ça arrive à maturité, à échéance, vous saurez déjà, dès que vous l'achetez, combien vous toucherez lorsque l'obligation arrivera à maturité. Voilà. Si ça doit vous rapporter 3%, ça vous rapportera 3% du montant que vous avez acheté dans 10 ans. C'est écrit dans le marbre et ça ne bougera pas. À l'inverse, vous avez des revenus qui peuvent être variables. Et là, c'est le cas des actions qui sont soumises sur le marché qu'on appelle secondaire à la loi de l'offre et la demande. Donc ça monte, ça descend tous les jours. C'est donc ce qui se passe en bourse. Et ces revenus, eux, sont dits variables. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus exposé à un risque de perte ou de perte en capital parce que lorsque vous achetez des actions, des titres de dette à revenus ou taux variables ou d'autres types de propriétés, en fait, on ne connaît pas le comportement de l'action au jour le jour, au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que vous avez des gens qui spéculent ou qui, un peu péjorativement, boursicotent, parce qu'ils essayent de faire des plus-values et des deltas super importants pour faire en fait de l'argent en réel. C'est une approche de la bourse, c'est une approche de l'investissement. Ça s'appelle du stock picking. Il y a d'autres stratégies, mais stock picking, c'est un peu la plus connue pour ça. Et c'est pour ça qu'on parle de revenus variables, parce qu'on ne sait pas comment va se comporter la bourse et que les performances passées ne présagent pas les performances futures. Voilà. Pour minimiser les risques, évidemment, vous devez connaître chaque instrument financier, son mode de fonctionnement, ainsi que comment et pourquoi vous devriez acheter tel ou tel instrument financier. C'est le but de ces vidéos et de Steadify. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un j'aime, à la partager, à la revisionner, à prendre des notes et également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, voire à aller visiter notre site. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez apprendre tout seul via le Pôle Académie. On a des petites formations pas chères pour vous aider à mieux gérer votre argent au quotidien. Voilà, moi c'était Thibaut. Je vous dis à la prochaine pour d'autres éléments sur les instruments financiers. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet dans les prochaines vidéos. J'espère que c'était pas trop long. Je m'excuse encore pour le son. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de vos proches et de votre argent.